Kim est une jeune patiente âgée de 9 ans et demi, présentant une encéphalopathie avec quadriparésie spastique. Depuis la dernière visite, il y a 6 mois, elle a très bien évolué. Point. Elle a été à nouveau traitée en chambre hyperbare à Picton, en Ontario, où elle a reçu 40 traitements. Point. Elle, avant, la première fois, avant les traitements hyperbares, elle prenait un médicament. Baclofen, Lioresal. Lioresal. Et puis après la chambre hyperbare, elle n'avait plus eu besoin de ce médicament-là, n'a jamais repris. Okay. Parce qu'elle avait c'est vrai, plus on avait cessé le médicament. Oui. Ça été beaucoup moins spastique après. T'aimais pas ça? T'aimais pas ça, mais t'en avais plus besoin. T'en as plus eu besoin après, hein? Est-ce qu'ils ont eu plus de dextérité avec ses mains? Oui, plus de force, plus de facilité oui. avec ses mains, des choses qu'elle ne faisait pas avant. Au niveau des mains, c'est ça. À plus de vitesse, par exemple, sur le clavier. Elle écrit mieux, elle écrit plus droit. Elle lit plus rapidement. Hein, chérie? Avant, j'étais presque pas capable de tenir les crayons. J'essayais, de dessiner. J'essayais tellement, mais sur mes muscles, dans mes mains, comme j'avais pas assez de motricité fine, puis je tenais le crayon, mais c'était difficile de me faire des lignes droites et des lignes courtes. Ce sont vraiment les traitements de la chambre qui ont fait qu'il y a de l'amélioration à son niveau à elle. Yeah, on va pouvoir voir Annie Brocoli de proche. Non, on va voir Annie. Place en avant. Hein? Voilà. Alors, un traitement hyperbare consiste simplement à mettre un enfant dans un caisson pressurisé qui a pour effet d'augmenter de façon impressionnante la quantité d'oxygène dans le corps, dans le cerveau des enfants qui ont une lésion cérébrale. Et on pense que ça réanime des cellules cérébrales qui sont peu ou pas fonctionnelles chez certains enfants. Lorsqu'on parle de médecine sous influence, la résistance à l'acceptation du traitement hyperbare, même au niveau des résultats de la recherche, et éventuellement comme traitement, est un très bon exemple. En fait, il est tout à fait inconcevable qu'alors qu'on avait une étude qui démontrait, enfin, chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, qu'un traitement pouvait être efficace, le gouvernement du Québec qui a financé l'étude via le ministère de la Recherche, a falsifié les résultats, les conclusions de l'article et même le titre de l'article qui a été publié dans The Lancet. L'article, en fait, était intitulé « Hyperbaric Oxygen for Children with Cerebral Palsy, a randomized multicenter trial », ce qui veut dire le traitement hyperbare chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, une étude randomisée multicentrique. Le gouvernement du Québec, via le ministère de la Recherche, a totalement changé le titre de l'article dans un communiqué intitulé « No advantage of high pressure oxygen for treating children with cerebral palsy ». En français, l'oxygène à haute pression n'offre aucun bénéfice pour le traitement des enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc, on voit que le titre a été totalement changé. La conclusion l'est également, alors que le gouvernement conclut que la thérapie à l'oxygène hyperbare n'apporte aucun effet thérapeutique chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. En fait, c'est un changement radical au niveau de la conclusion de l'article publié. Et malheureusement, tout le monde n'y a vu que du feu. Tout le monde a cru que cette recherche-là va démontrer l'inefficacité du traitement. C'était la meilleure façon de mettre ce traitement-là sur les tablettes et empêcher toute recherche supplémentaire. Mais ça a un impact énorme sur les familles québécoises aujourd'hui. L'hyperbare, il faut le voir comme étant une médecine complémentaire à la physio, à l'ergo et à tous les efforts que nous, les parents, on met pour justement rendre autonomes nos enfants. Mais il faut le regarder dans son ensemble puis dire, combiné à d'autres thérapies, voici jusqu'où on peut aller. Et il n'y a pas de doute que l'hyperbare contribue énormément à la qualité de vie de l'enfant, selon moi. Moi, j'ai vu que je pouvais marcher sans orthèse, puis que je faisais plus de pas. Puis aussi, je pouvais lever ma marchette plus longtemps, genre là, comme ça.
Puis, je fais plus de pas. OK, on est prêt dans 5. Dans 5. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Presque fini. Je le ferme. Il va se rendre. Ce que le traitement hyperbare fait, c'est que moins de spasticité, plus de facilité d'élocution. Pourquoi on l'a pas laissé aller à l'école avant l'âge de 9 ans? Parce que Caro parlait pas. On se dit, on peut pas envoyer Caro à l'école si personne ne comprend. C'était juste des cris ou certaines gestuelles qui étaient même pas évidentes pour quelqu'un qui la connaissait pas. Donc là, le fait de parler lui permet d'aller à l'école. Alors Caroline, là, ça a débloqué tout d'un coup après les premières séances en chambre hyperbare. De toute façon, si on remonte au tout début, elle devait rien faire, là. Il nous avait dit de la placer, qu'elle ferait jamais rien. Alors on l'a stimulée, lui a donné plein de... On lui a appris le français, l'anglais, les mathématiques. Et puis à un moment donné, on se disait tout le temps, quand est-ce que ça va débloquer? Quand est-ce que ça va débloquer? Pourquoi ça n'aurait pas débloqué 2 ans auparavant? Ça a débloqué après les premières séances de chambre hyperbare. Sans aucune exception, enfin, toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant auprès d'enfants atteints de DMC ont démontré une amélioration avec l'hyperbare. Il n'y a aucune étude qui contredit ces effets-là. On mesure au GMFM des changements chez 2/3 des enfants. Cependant, les parents rapportent des changements. Je vous dirais que c'est 85 à 90 % des parents qui rapportent des changements. Parce qu'il n'y a pas juste des changements moteurs, il y a des changements cognitifs, il y a des changements des fois impressionnants au niveau de l'éveil de ces enfants-là. Ce ne sont pas des changements miraculeux, mais ce sont des changements substantiels. Mais ça va bien. Mais est-ce qu'il marchait avant? Non. Oh non, vraiment? Pas du tout. T'es tanné, là? C'est bon. Non. Avant les traitements, il était hypotonique, totalement. Il était comme une poche de patate. Bravo, Florent! Oui, tu l'as fait, ton entrée? Tu voulais nous montrer que tu étais capable de marcher, hein? Puis moi, j'ai observé pendant les traitements hyperbares que pour monter les escaliers, avant la jambe droite n'amorçait jamais la marche. Tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle suivait. La jambe droite était toujours traînée de la patte, comme on dit. Et puis, maintenant, pendant le traitement hyperbare, je l'ai vu à l'Halloween. On a passé l'Halloween, puis il montait les marches, puis c'était comme tout. Ça s'est fait tout seul. Au niveau de la motricité, c'est qu'elle est capable de plus se contrôler par elle-même. Si elle est bien excitée, on lui dit, garde, Caroline, relax, détends-toi. Là, elle va comme penser, puis là, elle est capable de se relaxer. Avant, elle ne pouvait pas le faire. Si elle était excitée, elle restait excitée. Regarde, ça pouvait... La spasticité était plus évidente, que tandis que là, elle est capable de se contrôler par elle-même. Quand je suis allée, moi, les premières choses que j'ai remarquées, c'est les mains à Rosalie qui se sont ouvertes. Puis, elle faisait aucun son. Puis là, après les 40 traitements, elle riait fort. Hey, j'ai dit, coudonc, ça marche. Puis après, là, on a continué. Puis après la deuxième série, elle s'est mise à tourner du dos au ventre. Puis là, on l'a fait évaluer avant et après parce que moi, je suis scientifique. Fait que là, je voulais vraiment avoir vraiment quelque chose qu'on pouvait doser. Puis là, on avait fait le test GMFM avant puis après. Puis écoute, on a eu 35 % d'amélioration. 35 là, c'est quelque chose. J'ai dit, comme ça, c'est pas... je rêve pas, c'est réaliste. Puis... Ça m'arrive quotidiennement, probablement pour des dizaines d'enfants par semaine, où je me pose la question à savoir si je leur parle de la thérapie hyperbare. En fait, je n'ai pas le droit officiellement de recommander ce traitement-là, même si toutes les études confirment que ce traitement-là pour apporter des bénéfices substantiels à leur enfant. C'est un traitement qu'on n'a pas le droit de recommander encore.
qui n'est surtout pas payé par l'État, alors que pourtant, je sais que c'est souvent le seul traitement qui risque de donner des améliorations au niveau cognitif ou au niveau de la motricité chez cet enfant. C'est clair que je propose les autres traitements, mais souvent, si l'hyperbare vient s'adjoindre aux autres traitements, l'évolution serait totalement différente. Il y a toujours des résistances par rapport à hyperbare. Moi, je suis déjà allée une fois chez... je nommerai pas le nom, malgré que j'en aurais très envie, mais je suis allée chez l'ORL pour moi parce que j'avais un problème à l'oreille. Et ils m'ont posé des tubes dans l'oreille. Puis là, moi, il fallait que ça guérisse vite là, parce que j'allais faire hyperbare avec Alexis. Et puis, alors, j'ai mentionné que, bon, quand est-ce que ça va guérir? Là, quand est-ce que vous allez m'enlever les tubes parce que je dois faire hyperbare? Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri par ce médecin-là. J'en ai perdu la voix, les larmes coulaient. Je suis sortie du bureau. Il n'avait même pas fini de crier dans le bureau, le médecin, après moi, puis qu'on était des parents fous. Je me suis dit, c'est incroyable de faire ça. Je veux dire, nous, on se démène. Pour essayer de trouver des nouveaux traitements. Mais c'est pas reconnu en ce moment par au niveau gouvernemental, bon, tout ça, le ministère de la Santé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un traitement qui n'a pas des effets. C'est ça qui est incroyable, qui est difficile, que je trouve dans ce domaine-là, c'est qu'on doit toujours se battre. On doit toujours se battre, que ce soit pour n'importe quoi. Moi, je suis rendue à mon 2e enfant, puis mon 2e enfant... aussi, il est handicapé. Excusez. C'est très difficile de se battre tout le temps pour essayer de justifier un acte, justifier un traitement, justifier une démarche. Enfin, pour essayer de retrouver mon énergie, je me dis toujours, J'espère qu'il y a une raison. J'espère qu'il y a une raison puis qu'on peut se battre pour qu'il y ait des acquis dans le futur, pour aider la situation. C'est mon point de vie en ce moment. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un enfant qui est handicapé, avec lequel on doit vivre, puis essayer de lui donner les meilleures chances possibles. Donc, le traitement hyperbare, ou peu importe le traitement que vous allez me sortir dans 2-3 ans, si je pense ou si j'ai le moindre espoir qu'il y ait une amélioration pour la qualité de vie de mon enfant, peu importe ce que les médecins vont me dire, si je pense que c'est pas dangereux pour mon enfant, je vais le faire. Est-ce que j'ai le choix? J'ai pas le choix. J'ai définitivement pas le choix de tout faire en sorte. De toute façon, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Les médecins nous ont prescrit des médicaments par-dessus médicaments. On se rendait compte de certaines choses. Étaient engourdis par la médication. On a arrêté nous autres mêmes. Les médecins croyaient qu'on en donnait encore. On n'en donnait plus. Ils nous disaient qu'il y avait des résultats, que c'était bon, qu'il y avait des changements, que sa condition des poumons s'améliorait avec les médicaments qu'ils donnaient. Ça faisait 1 an qu'on n'en donnait plus. Puis les radiographies montraient des beaux poumons. On se regardait, moi puis Judith, puis on se disait « ouais, bon médicament, ça fait 1 an qu'on n'en donne plus. » Alors, je pense que dans tout ça, il y a une question de logique qui n'est pas évidente, parce qu'il y a un côté qui est émotif, qui est très émotif, mais c'est une question de voir ton enfant. Je pense que il n'y a pas de médecin qui connaît mon enfant mieux que moi. Je connais ses réactions, je sais comment il réagit. On a toujours fait de toute façon pour le mieux. Fait que comme je disais, là, on va toujours essayer d'y en donner le plus possible. Puis la chambre hyperbare, ben, c'est clair que actuellement, c'est ce qui offre le meilleur potentiel pour Caroline. Dans 25 ans, il y aura peut-être autre chose, mais on est là. Et puis c'est définitivement pas de l'acharnement. Il y en a eu. Il y en a eu à la naissance. Mais nous, tout ce qu'on fait, là, c'est on essaie de lui donner la meilleure qualité de vie possible. L'oxygénothérapie hyperbare remet en question énormément ce que l'on a toujours enseigné en médecine, c'est-à-dire qu'un cerveau lésé ne pouvait pas se guérir, ne met pas à contribution notre toute-puissance médicale. En fait, le médecin n'a rien à faire. C'est une chambre avec une technologie très grossière, dans le fond, juste la pression et un peu d'oxygène, qui transforme la fonction des enfants. Et ça ne rapporte à personne. Il n'y a personne qui a intérêt à faire la promotion de ce traitement. Au contraire, il y a tout intérêt à ce que ce traitement-là soit un peu écarté parce qu'il nuit même aux intérêts de grosses compagnies pharmaceutiques, par exemple.
Donc, il y a vraiment une discordance absolument extraordinaire entre le pouvoir financier des grosses compagnies pharmaceutiques qui ont tout l'argent pour faire les recherches et qui viennent supporter une quantité de recherches sur des nouveaux médicaments ici au Québec, et les autres approches dont on le dit qu'elles n'ont jamais prouvé quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de publication. Mais comment voulez-vous qu'on publie quelque chose si on ne fait pas de recherche et si les recherches ne sont pas subventionnées cette fois-ci par l'État? Donc, ceux qui ont de l'argent peuvent faire de la recherche et proposer leurs produits, mais tant pis pour les autres. Et tant pis, ultimement, pour le patient.